Et donc ils cherchent à mettre un poste dans un appartement avec des caméras par-dessus, à gauche, à droite, devant. Le dispositif est à l'étude, hein, ils ne savent pas encore où doivent être mises là où les caméras. Et le but étant d'être capable de détecter si le patient s'est bien administré les médications qui lui ont été prescrites. Et le but étant que pour un certain nombre de médications très simples, à nouveau c'est plutôt pour les personnes âgées, elles n'oublient pas d'avoir pris les 2 pilules bleues et puis l'après-midi d'avoir pris la pilule rouge, éventuellement avec un système qui, lorsqu'elles allument la télé, leur dit attention, vous avez oublié vos pilules rouges, retournez prendre les pilules rouges, ou attention, vous avez mis 2 pilules bleues dans le pilulier, il vaut mieux la radio, la télé ou leur téléphone pour leur donner ces informations. Et puis je termine sur un projet européen qui a été déposé mais qui n'a pas été retenu, mais qui a tout l'intérêt d'avoir permis, d'avoir commencé à établir des contacts, et ce qui est un peu ce qu'on espère faire émerger de ce type de journée. En l'occurrence avec le professeur Stassini, nous avons eu l'occasion de beaucoup discuter, et qui a permis de mieux adapter les compétences que l'on a dans l'équipe avec le domaine de la santé. Et donc, cette slide-là montre un petit peu le diagramme qui était prévu dans le projet. C'était le monitoring de patients depuis le domicile jusqu'à l'hôpital. L'idée étant que, en fait, nous travaillons toute la journée quantité de capteurs sans le savoir ou en ayant conscience, un GPS, un accéléromètre qui dit la quantité de mouvements que j'ai dans la journée, est-ce que je me déplace beaucoup, est-ce que je bouge beaucoup, et donc d'abréger tous les capteurs que l'on a à la maison et de fouiller ces informations pour faire ressortir des informations de j'ai pas beaucoup bougé, j'ai beaucoup bougé, que ces informations soient envoyées directement aux praticiens ou à la maison de santé locale auquel le patient est relié, et donc que le médecin puisse, disons en temps réel et en permanence, avoir un monitoring de ses patients qu'il peut consulter quand il veut ou pas, lever des alertes en disant attention, ce patient-là qui n'est pas très mobile, il a des problèmes, il doit se dépenser un petit peu, ça fait 3 jours que j'ai pas d'informations, de mouvements ou d'activités sportives pertinentes, effectives. D'utiliser le même type d'information mais avec des nouveaux capteurs, parce que si je vais chez le praticien, j'ai d'autres capteurs, j'ai d'autres appareils médicaux un peu plus poussés, et donc de combiner ces informations-là à un niveau plus riche, voir si je vais à l'hôpital, si je vais passer un IRM, un scanner, agréger toutes ces informations pour, en exploitant les informations à domicile quotidiennes, disons permanentes, des informations lors de visite médicale et des informations lors de visite à l'hôpital, pour avoir un dossier médical du patient beaucoup plus riche, dans lequel on va pouvoir faire émerger plus de décisions, plus d'informations importantes. Il est temps aussi qu'on puisse extraire, le terme d'oncologie en bas, c'est extraire des bases de connaissances de ces analyses-là, c'est-à-dire que les praticiens vont pouvoir se rendre compte ou faire émerger des liens entre l'activité physique et puis, je ne sais pas, la rapidité de l'assimilation d'un médicament, des choses qui ne sont pas forcément étudiées, qui ne sont pas forcément un objectif en soi, mais qui émergeront des données. Il y a plusieurs intuitions, ou plus qu'intuitions, qui étaient derrière ça. Je ne suis pas spécialiste, mais il y avait un certain nombre de partenaires de santé dans ce projet européen. Il y avait un certain nombre de choses qui étaient sous-jacentes, donc vous avez des intuitions et qu'on espérait faire sortir par ce contexte. Et dans ce cadre-là, il y a une petite démo qui sera faite sur la table là-bas. Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. C'est l'équipe de Jean-Yves Tigli, la démo et de l'équipe de Jean-Yves Tigli, où on a fait une toute petite contribution qui est d'indiquer l'algorithme d'apprentissage qui permet d'avoir les informations sur la position du robot sur le capteur, et donc ils vous en diront un peu plus. Et vous pourrez voir comment ce que je présente ici comme méthode de fouille de données peuvent être exploitées dans un contexte médical. Je vous remercie pour votre attention. Pardon.
déploiement de cette connaissance couplée à la réflexion des médecins, est-ce que c'est perçu comme assez convivial, l'utilisation de ces logiciels par les professionnels de santé, ou c'est quelque chose d'assez compliqué? Alors, ça peut être. Enfin, vas-y. Comme le personnel de santé, les praticiens sont dans la boucle, la partie interfaçage, la partie interaction fait partie du projet en lui-même. C'est-à-dire que nous, on fournit le moteur, il y a une équipe d'interface homme-machine dans le laboratoire, et on peut travailler sur ces choses-là, c'est l'objectif. Parce que c'est vrai qu'on voit bien l'intérêt que ça va apporter au niveau de même du raisonnement médical. Ça va apporter une connaissance supplémentaire. Un médecin mobilise 1 million, 2 millions d'informations face à une consultation. Et c'est vrai que ça apporte un vrai outil qui sécurise même d'ailleurs le diagnostic et puis la prise en charge. Donc, c'est comment ça va prendre le dessus sur l'habitude qu'a un professionnel de santé aujourd'hui. C'est ça, je pense, l'enjeu, c'est d'arriver à déployer ça. Ce que j'ai essayé de montrer par l'aspect recherche interactive, c'est que le praticien est maître du système. En l'occurrence, avec Alderma, les biologistes qui annotent et puis fouillent les données travaillent beaucoup en paire, l'un contre l'autre, pour les grades, en particulier de rosacée ou de mélanome. On a produit une interface dans laquelle ils ont les paires de patients, celui-là est plus, celui-là est moins, celui-là est plus, et puis on développe des algorithmes pour exploiter cette habitude de travail, c'est-à-dire qu'on s'adapte aussi aux méthodes de praticiens et des experts, mais ça nécessite un travail, c'est pas ad hoc. D'un point de vue ressenti du praticien par rapport aux nouvelles technologies, etc., le professeur Tassini en parle beaucoup moins, parce qu'il y a plusieurs études qualitatives qui ont été faites sur des praticiens en action, on va dire. Après, de mon point de vue, je pense que pour les approches, les nouvelles approches, il y a deux façons de faire. Soit on utilise des dispositifs qui sont déjà utilisés dans la vie de tous les jours, qui ne sont pas forcément adaptés au médical, et par exemple des applications mobiles, si après c'est développé vers le médical, on a tendance à se les approprier doucement. Et le deuxième point, c'est aussi que ça doit faire partie de l'éducation médicale. C'est-à-dire qu'un praticien qui a été élevé au lit du patient, à faire la visite avec 10 de ses confrères dans la chambre d'hôpitaux, et puis après il passe un exercice et puis on lui demande de faire des téléconférences, de demander un téléavis à un spécialiste qui est de l'autre côté du département. C'est une rupture de concept, c'est un changement de paradigme. Donc il y a forcément une génération qui, à mon avis, est entre deux. Parce que la génération Y, c'est pas forcément encore ça, la génération C, probablement plus. Parce que c'est certain que les collégiens qui sont déjà s'envoyer des textos et qui fonctionnent presque plus comme ça qu'à l'oral, ils ont plus de facilité à utiliser de nouvelles technologies. Mais bon, on est bien obligé de faire avec les nouveaux moyens pour nous qui ne sommes pas forcément encore dans la bonne base. Et donc je pense qu'il y aura des solutions aussi à développer. Parce que, quelque part, il faut le lien entre hier, j'étais au HIT Forum, il y avait quand même pas mal de colloques sur la partie e-santé, etc. C'est finalement, la capture d'informations personnelles, qui sont très nombreuses, et leur mapping sur, finalement, des structures d'information qui peuvent être la patientèle d'un médecin, qui peuvent être l'offre de soins dans un territoire, et qui peut être aussi, pour un médecin, la possibilité d'aller fureter dans les bases de connaissances médicales, mais de façon beaucoup plus rapide et beaucoup plus pertinente. Je disais à Yann que mon intervention a suggéré deux hypothèses déjà, sans faire le point à la fin de l'année, où ce qui est très difficile, et David me contredira pas là-dessus, c'est que par exemple, pour aller vérifier que les
Et je voulais poser la question de savoir quelle était la part de données ouvertes, enfin de données libres, en guillemets open data qu'il y a là-dedans. Tout simplement parce que la communauté en fait, du patient maintenant, c'est sa communauté professionnelle au sens large. Et ça va être son nutritionniste, son esthéticienne, comme son infirmière à domicile et comme son médecin, voire son chirurgien qui a 10 ans. Et donc là-dessus, on a des référencements. La nouvelle République, simplement pour extraire et réorganiser tout ça, c'est plus difficile. Donc la question, il y a une grosse partie de notre data. Ce qui est prévu pour l'instant, c'est que ce soit développé sur un groupement professionnel. C'est-à-dire que c'est un pôle de santé qui décide de fonctionner avec l'application. Donc pour l'instant, ça ne déborde pas des professionnels en dehors du pôle, pour l'instant. Donc c'est serré d'une part parce qu'il y a l'histoire du secret médical et que tous les professionnels, même inclus dans le bien-être, ne vont pas être soumis à la même législation par rapport à l'information médicale. Donc déjà, ça c'est la première chose. Et d'après le cahier des charges qui sont d'ASIP, on va se caler là-dessus, c'est-à-dire qu'il y a les systèmes d'information partagés pour les pôles et maisons de santé.